pouvoir faire face à ces défis qui sont inédits. Parce que cette pandémie invisible, mais aux effets visibles, qui a eu à produire des morts, des souffrances dans nos foyers et dans toutes les sociétés du monde, en désagrégeant beaucoup de systèmes sociaux et économiques, il était important qu'il y ait beaucoup de sérénité pour faire face à la gestion de cette pandémie. Je crois que le président de la République, Macky Sall, face à l'exigence qu'il y avait du choix entre la lutte sur le plan sanitaire et aussi du choix sur la poursuite de son programme économique, a eu à trouver le bon équilibre. Vous avez pu voir essentiellement tout ce qui a été fait comme effort, 1000 milliards de dégagés pour soutenir l'économie, les sociétés, les couches les plus vulnérables, 65 milliards, un gigantesque, vous avez vu, acte humanitaire qui a touché près de 10 millions de Sénégalais, et cela dans toutes les contrées du pays. C'est ce contexte aussi qui a conduit le gouvernement à adopter l'état d'urgence, à adopter le couvre-feu, à adopter un certain nombre de restrictions de liberté pendant donc un certain moment, que nous avons vu un fait alors survenir et qui va bouleverser un mois qui paraissait calme et qui va en quelques jours prendre la tournure de violence que l'on a considérée comme inédite et aussi violence qui a en quelque sorte secoué le Sénégal. Il faudrait dire que nous avons aussi l'habitude dans notre pays, comme on l'a vu aussi dans d'autres pays qui ont connu la même situation au même moment, en raison des mêmes contraintes. Nous avons connu de telles situations quand on remonte dans le temps, aussi bien en 1963, en 1968, les événements du champ de course, 1968, avec la grève des étudiants qui a eu une connotation mondiale à partir de la France et qui a frappé aussi le Sénégal et plusieurs pays, et aussi l'état d'urgence en 1988, et bien d'autres événements que nous avons connus et qui, à chaque moment, ont eu, par moment, à mettre en quelque sorte notre pays dans une situation difficile. Ce qu'il faut retenir, c'est que le prétexte, avec cette situation où il y a un mal-vivre, où il y a des impatiences, où il y a des frustrations, un fait est venu, alors, comme une sorte d'ouragan, venir bouleverser ce début de mois paisible au Sénégal. Il s'agit de la plainte d'une Sénégalaise du nom de Adji Sarr contre un député du nom de Ousmane Sonko. Cela, évidemment, a eu les secousses que nous connaissons parce que le mis en cause a dit qu'il s'agit de complot politique et en même temps aussi qu'il n'ira pas répondre à la justice. L'appel, comme il l'a fait à la résistance, a eu un écho dans les circonstances et les conditions que nous connaissons et cela a pu mettre dans la rue alors un certain nombre de manifestants qui, par la violence de leur acte, nous a fait poser énormément de questions. Nous avons vu des jeunes, c'est tout à fait normal, sur 16 700 000 habitants, 70% au moins de 35 ans, ils sont nombreux, mais nous avons vu aussi des enfants, nous avons vu aussi d'autres catégories de personnes, alors piller et s'en prendre à des biens alors étrangers, mais aussi des biens sénégalais, aux symboles de l'État, des édifices publics, mais également aussi les tribunaux, si on les cite, des postes de gendarmerie, rien n'est laissé, mais également aussi à des maisons de ceux qui sont considérés comme des dignitaires du régime et à celles aussi d'avocats et bien d'autres personnes qui ont eu donc à pâtir de ces événements. Ce que je voudrais surtout dire, c'est ça le texte, ce que nous pouvons en dire en ce qui concerne l'aspect judiciaire, nous ne nous étendrons pas là-dessus. La justice est en train de faire son cours et il ne faudrait pas oublier parce que cette affaire donc, a pu cacher véritablement la véritable affaire, parce que la véritable affaire, c'est cette plainte qui oppose deux Sénégalais d'égale dignité qui iront devant la justice s'expliquer et la justice
en toute indépendance, en toute impartialité, rendra son verdict en tenant compte des éléments de preuve qui auront été déposés devant elle. Je pense que c'est ça, le fonctionnement d'un État de droit. Donc, je ne m'y attendrai pas davantage et je laisserai la justice donc continuer son travail et nous saurons, le jour où le verdict sera rendu, nous saurons quelle est la réalité de cette affaire qui a provoqué un choc au niveau du Sénégal. L'onde de choc, ça a pu toucher l'ensemble des régions et un certain nombre, en tout cas, de capitales régionales. Et ceci nous ramène aujourd'hui, dans le cadre donc, de cette adresse devant vous, de revenir sur l'interprétation qui en a été faite par une certaine opposition, par des organisations de la société civile et aussi par bien d'autres personnes qui ont regardé ces événements et qui sont peut-être des observateurs. Mais ce que je retiens fondamentalement, et c'est en cela que le gouvernement veut donner sa part de vérité, ce que l'on a voulu, que l'entière responsabilité, faire endosser par le gouvernement, l'entière responsabilité de ces faits. Or, je vous l'ai dit tout de suite, avant de parler du point de chute, il faut parler du point de choc. Le point de choc, c'est cette plainte et ce refus alors de déférer à la justice qui a provoqué ensuite maintenant, et ceci, comme j'ai eu à le dire, il y avait un terreau fertile et qui était lié à l'absence de liberté, à la perte d'emploi, à la situation de mal-vivre d'une certaine jeunesse et qui a pu ainsi exploser et ce fut une sorte d'exutoire. 3 grandes accusations ont été portées contre l'État du Sénégal. La première, il est dit que c'est un gouvernement illégitime qui est sur place et que le président de la République, Macky Sall, a un mandat qui n'est pas légitime. Ces propos sont excessifs. En démocratie, on ne s'autoproclame pas légitime. C'est l'onction du suffrage universel qui confère la légitimité parce que c'est le peuple souverain qui valide ou invalide le mandat de ses dirigeants lors des consultations régulières. Alors, quelle est la voix de ce peuple relativement à cette accusation que vous verrez qui est sans fondement? En 2012, le président de la République, Macky Sall, a été élu à plus de 65% des voix. Une élection qui est à la fois transparente, honnête, sincère, qui reflète la volonté du peuple. Et le président en place, qui était là et qui a organisé les élections, avant même la publication officielle, en est venu à féliciter le président de la République, comme lui-même l'a été par le président Abdou Diouf en 2000, lorsque les élections se sont passées, montrant ici leur capacité d'élévation, leur élégance aussi républicaine et leur volonté de respecter la volonté du peuple qui reste souverain en matière d'élection, parce que c'est sa voix qui permet à une personne d'être élue président de la République, député, maire ou toutes les autres élections alors qui sont organisées. Il y a les élections de 2014 avec celles de 2012, où la quasi-totalité des collectivités locales ont été remportées par la coalition du président de la République. Il y a les élections donc, de 2016 que vous avez pu assister, le référendum où encore un score important de plus de 62% ont pu affirmer que les choix politiques du président de la République avaient l'adhésion du peuple. Mais aussi les élections du Conseil, dans la même année, des collectivités territoriales ont montré encore le choix qui est porté sur le président et sa coalition. Il y a les élections législatives où la majorité absolue a été aussi remportée, a été donc acquise à la coalition du président de la République, Macky Sall. Mais en même temps aussi, il y a l'élection de 2019 avec 58,26%, une élection qui confirme que le choix politique, l'offre politique par rapport à celle des autres opposants, à celle des autres candidats, était celui qui était accepté par le peuple sénégalais. Donc, où est la légitimité? Elle est là. C'est celle-là qui la confère. Et n'est pas la légitimité personnelle que l'on peut s'offrir. Et la légitimité nationale du président de la République, Macky Sall, est une légitimité aussi
qui est accouplée à une légitimité internationale. Quand vous le voyez, qu'aujourd'hui, présidents des 55 pays africains ont la possibilité d'aller discuter librement la coopération d'une coopération gagnant-gagnant avec le gouvernement chinois. Cette coopération gagnante-gagnante, lorsque il y a eu un débat sur le choix de la personne qui doit représenter le continent africain, alors unanimement et à l'unanimité, en 2018, en Chine, c'est le président Macky Sall qui a été choisi. Et en même temps, vous avez pu voir que l'élection qui a eu lieu récemment, et que ce sont ses pairs, l'Union africaine, qui a porté son choix sur le président de la République Macky Sall pour qu'il soit à la tête de l'Union africaine. Et ce sera fait à partir de l'année prochaine. Cette légitimité nationale et cette légitimité internationale combinée confèrent une légitimité forte donc au président de la République, à son gouvernement, à diriger, parce que tout simplement, il maintient le cap et en même temps, ce qui est important, il tient bien le gouvernail. L'autre critique qui a été formulée, c'est qu'il y a eu des violations massives des droits de l'homme au Sénégal. Un rapport précipitamment écrit fait état, lorsqu'on le voit, une organisation internationale avec une organisation nationale, ensemble, se précipite pour dire 13 morts, 590 blessés à la suite de violences policières. Voilà l'excès. On voudrait dire que c'est les violences policières qui sont à l'origine de tout ce que nous avons tous vu ensemble en voyant une catégorie de manifestants qui s'en prenaient à des biens privés, à des biens publics et même jusqu'au feu de signalisation, ce qui pourrait mettre nos vies, parce que réguler la situation, c'est une façon d'éviter aussi les accidents de circulation qui peuvent avoir des conséquences sur nos vies et en même temps, et s'en prendre à des postes de gendarmerie. Autant de faits qui sont faits, on dit que ce sont les forces de l'ordre qui elles-mêmes ont brûlé les postes de gendarmerie, ont brûlé alors Auchan et les stations Total et tout un tas de choses. Quand on fait la narration et le récit d'un événement, je pense qu'il faudrait le faire en tenant compte de la réalité. Parce que les faits sont têtus. Nous en avons tous eu à la fois une vision claire à travers le reportage que vous avez fait, mais aussi les interprétations, c'est autre chose. Mais on ne peut pas soutenir que ce sont les forces de l'ordre qui sont à l'origine de toutes ces violences. Vous les avez entendus, et j'ai souvent entendu, que les forces de l'ordre sont en train de reculer, qu'elles sont même en train de fuir. Mais c'est parce que tout simplement, ce qui s'est passé, si ce n'était pas dans une démocratie, ce ne serait pas possible. Le Sénégal est un État démocratique. Dans un État de dictature, ça ne pourrait jamais se passer. Mais c'est parce que tout simplement, les instructions données par le président de la République, Macky Sall, c'est qu'il ne faudrait pas tirer sur les manifestants. Et cela n'a pas été fait. Ailleurs, on peut immédiatement, on se dit qu'on peut s'en prendre immédiatement aux manifestants en tirant, surtout que les armes sont là, ils sont à leur disposition. C'est pourquoi, contrairement à cette affirmation, à cette assertion, à cette accusation, nous disons que les forces de l'ordre ont fait preuve de tenue, de retenue, de sang-froid et de professionnalisme. N'eût été cela, nous aurions eu un bain de sang. Je pense qu'il faut leur reconnaître cela. Et que l'excès dans le jugement qui est fait à travers donc, cette accusation me paraît être quelque chose que l'on peut balayer et mettre complètement de côté. Des violations des droits de l'homme, on le dit qu'il y a eu des tortures, des actes de torture, et que ces actes, et de même que, comme on l'a dit, que l'utilisation et l'usage de la force a été disproportionné, il faudrait dire que tout cela procède de l'exagération. Quand on parle de violations massives, quand on parle d'actes de torture, c'est parce qu'on parle d'un système, mais jamais cela n'a existé au Sénégal, qu'il y ait un policier, un gendarme, dans l'exercice de ses fonctions, de ses missions, ait eu à commettre un acte qui peut s'assimiler à un acte de torture, mais on ne peut pas dire que c'est un système établi, une planification, un ordre donné par un gouvernement pour arrêter et pour mettre en prison une catégorie de citoyens et en même temps les torturer. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la loi dit au Sénégal, dès l'instant que vous êtes interpellé, l'avocat est à vos côtés.
devant l'avocat, la torture n'est pas possible. La loi précise également aussi, dès l'instant que vous êtes en garde à vue, vous avez la possibilité immédiatement de requérir un médecin, ce qui sera obligé pour constater si vous avez des blessures. Donc tout cela atteste que cette affirmation me paraît être excessive. Je ne dirais pas qu'il y ait des actes qui peuvent avoir eu lieu, mais ces actes-là, si ces actes sont établis, la justice sera saisie et la justice fera la lumière et prendra les décisions qui sied relativement aux éléments de preuve qui seront versés donc, dans le dossier. Je voudrais pouvoir dire que dans ces violations des droits de l'homme, qui est porté au niveau du Sénégal, que le rapport d'Amnesty, parce que vous allez en parler, fait état d'un certain nombre de violences en parlant essentiellement de ces événements, mais des événements de l'année dernière. Je voudrais pouvoir vous dire, quand on parle particulièrement de la liberté de manifestation, garantie par l'acte 10 de notre Constitution, c'était le droit à la marche pacifique. Mais vous verrez que sur l'ensemble des demandes, j'ai les chiffres du ministère de l'Intérieur, sur plus de 2000, alors quelques demandes qui ont été faites, il n'y a qu'à peine quelques demandes qui ont pu être rejetées. Moins de 4%. Cela atteste parfaitement que la liberté de marcher aussi est une liberté qui est laissée à l'appréciation des marcheurs. Mais n'oubliez pas aussi, c'est en tenant compte d'un certain nombre de faits et de considérations et que l'on appelle l'opportunité et que le préfet peut être amené à refuser ou à ne pas donner suite à une demande. Je voudrais pouvoir dire que quand on accuse l'État du Sénégal, je pense que l'État du Sénégal n'a pas de leçon sur ce plan à recevoir d'ailleurs. Vous voyez le rapport dont il est question, qui m'a été communiqué ce matin, que je ne peux pas avoir lu en venant ici, mais je vois qu'il y a 500 pages. Et j'ai écouté la nouvelle secrétaire générale qu'il parlait essentiellement de l'état du monde, de l'état de violation des droits de l'homme. Sur ces 500 pays, 500 pages, la quasi-totalité des pays sont épinglés. Cela m'amène à dire, où est le paradis des droits de l'homme? Où est l'enfer des droits de l'homme? Le Sénégal n'est pas un enfer des droits de l'homme. On y va, on y revient, on fait ce qu'on a à faire. Et cela me paraît être important à relever. Donc, je voudrais en dernière instance revenir sur la troisième menace et accusation. Parce qu'il a été dit que les faits qui sont passés sont d'une gravité extrême. Que l'État du Sénégal sera attrait avec ses dirigeants devant la Cour pénale internationale. Je voudrais tout simplement dire que cela m'amène à faire cette remarque. La Cour pénale internationale, mais c'est une juridiction complémentaire des juridictions nationales. On ne la saisit pas directement. La Cour pénale internationale n'attrait pas un État, mais des individus, et qui sont impliqués dans ce qu'on appelle des crimes massifs. Mais quels sont ces crimes? Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides. Et avons-nous vu alors des faits qui sont aussi graves, qui auraient pu être apparentés à ces crimes qui froissent la conscience de l'humanité, qui a été amené celle-ci à prendre cette juridiction internationale pour juger ces crimes massifs et qui peuvent avoir des conséquences graves sur la paix et la sécurité internationale. Rien de cela n'a eu lieu parce qu'on ne peut pas dire que les faits qui se sont déroulés devant nous, que ces faits-là sont assimilables au génocide, c'est-à-dire avec une volonté de faire perdre la vie, partie ou la totalité d'un peuple. Je ne le pense pas. Je pense qu'aussi là, il faut revenir aussi à la raison et dire que le Sénégal est un État de droit, que les libertés fondamentales sont respectées. Dans un État de droit, le socle, c'est la justice. C'est la justice, c'est aussi les libertés fondamentales qui s'exercent dans un espace où l'État garantit à chacun de pouvoir jouir dans l'effectivité de leurs droits et de vaquer à leurs affaires librement en assurant leur sécurité par des forces de sécurité qui sont alors dédiées à une mission aussi importante comme celle d'assurer la tranquillité, la protection des biens et des personnes. Aussi, voudrais-je dire également que c'est un État de droit qui garantit
à tous ceux qui ont maille à partir avec la justice, la présomption d'innocence. Il n'y a pas de présumé coupable. Cela n'existe pas en droit sénégalais. On est présumé innocent. Tant qu'une décision définitive de la Cour suprême n'est pas intervenue, il n'est pas possible de dire qu'une personne est coupable alors des faits qui lui sont reprochés. C'est fondamental aussi à retenir. Il y a une présumée victime, il y a aussi un présumé auteur, et les droits alors, de la personne accusée sont des droits qui sont garantis par la Constitution du Sénégal, et la justice y veille. Je voudrais dire aussi, c'est un état de droit qui vise à faire en sorte que chaque citoyen puisse jouir, je l'ai dit, de toutes ses libertés. Je voudrais conclure et vous dire, à travers ces propos liminaires, que nous voudrions rétablir les faits. Nous l'avons dit, notre part de vérité. Et pour cela, le gouvernement du Sénégal annonce la mise sur pied d'une commission indépendante et impartiale pour rétablir toute la vérité. Dans la dynamique de paix, dans la dynamique d'apaisement, la vérité, pour que justice soit faite, est un élément qui conforte aussi l'état de droit et notre volonté de vivre. Je suis à votre disposition. Pour vous dire que je vous ai expliqué que si nous avons organisé cette conférence de presse, il y a une volonté. Nous sommes dans une dynamique d'apaisement. Nous sommes dans une dynamique de paix. Dû au fait que le président Macky Sall, le président de la République Macky Sall, lors de son adresse à la nation le 8 mars, a mis l'accent sur ce qui est important pour le Sénégal. La cohésion nationale, l'unité nationale, les valeurs qui fondent cette unité nationale. Et je pense que l'un des héritages les plus importants que le président Senghor a eu à donner, c'est précisément la construction d'une nation, et ce qui nous permet de dire que nous ne nous voyons pas dans une position ethniciste, régionaliste, et que les Sénégalais, ce qui prime au prime abord, c'est l'identité nationale. L'identité confessionnelle, on peut l'avoir, elle est particulière. L'identité ethnique, on peut l'avoir, elle est particulière. L'identité religieuse, de même que toutes les formes d'identité, mais toutes ces identités confondues ne devaient mettre en avant que l'identité nationale. C'est celle-là qui nous préserve. C'est ça notre richesse. C'est ce qui fonde la stabilité du Sénégal. Et je pense que nous devons tous faire en sorte que nous puissions défendre cette identité nationale. L'appel au sursaut national vise cet élément. Et c'est ce qui est dit, éviter une fissure dans cet élément qui peut nous regarder dans une position de division. Dans les positions de division, on retrouve des fractures. Et les fractures peuvent nous amener dans des positions extrémistes. Pourquoi il faut insister encore sur cela? Je pense que toutes les questions tournent aussi autour de cette question. Pourquoi cela? Parce qu'ailleurs, nous avons vu, à force de définir l'autre, qu'il est différent de moi, qu'il n'est pas moi, et qu'il a une identité non pas complémentaire, mais une identité d'agression, mais une identité qui est une identité de rejet. On a tendance, l'esprit armé, à amener, à armer le bras et à se lancer dans une situation qui est catastrophique. On a vu dans un pays étranger, alors célébrer les génocides. Alors il y a quelques jours, vous avez suivi. Et cela, c'est un rappel que nous devons essentiellement mettre ces valeurs-là. Les valeurs de paix, les valeurs de respect, les valeurs de liberté, les valeurs de démocratie qui doivent prévaloir dans notre pays. J'ai dit, et il faut le retenir, c'est parce que il y a eu des accusations de toutes sortes. Beaucoup de choses ont été dites. Je vous ai dit que tout a été dit, que les forces de l'ordre sont responsables de tout. J'ai précisé, n'eût été leur sang-froid, leur professionnalisme, pour être qu'on aurait eu un bilan beaucoup plus lourd. Je vous ai dit également, parce que les accusations sont là, la meilleure façon
précisément de situer les responsabilités des uns et des autres, qu'il était important qu'une commission soit mise sur place. Ce sera une commission ouverte. Évidemment, les membres de l'opposition, comme de la société civile, pourront y être pour qu'elle puisse, cette commission-là, travailler en toute indépendance, situer les responsabilités. Et il ne faudrait pas croire que lorsque vous donnez l'exemple des parcelles assainies, qu'un policier, un gendarme ou quelqu'un dans le cadre de ses actions a eu à commettre un acte qui est répréhensible du point de vue de la loi, que cet acte ne sera pas alors puni. Il faudrait se rappeler de cela. Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas exonéré les forces de défense et de sécurité. J'ai dit, dans la globalité de leur action, vous l'avez vu, elles ont préféré reculer. Elles ont préféré prendre une position et une posture qui n'est pas une posture d'agressivité. Dans le feu de l'action, il arrive pour maintenir l'ordre, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là, dans les manifestations qui n'ont rien à voir avec la manifestation. Il faudrait les protéger aussi. Dans le cadre de cette protection, il peut y avoir des actes qui sont de nature à violer la loi. Auquel cas, la commission rétablira la vérité. Il y a eu beaucoup de vidéos de toutes sortes. Il faut faire la compilation de toutes ces vidéos. Et nous avons vu en direct ce qui s'est passé, mais beaucoup d'autres choses se sont passées. Une commission d'enquête qui a la capacité de pouvoir faire une enquête sur l'ensemble des lieux et des théâtres alors de crise sur l'ensemble du territoire national pourrait mieux éclairer sur ce que les uns et les autres ont eu à faire. Il n'y a pas lieu ici de dire qu'on lave à grande eau donc le gouvernement. Le gouvernement s'apprête précisément à ce que la vérité soit dite. C'est pour ça qu'il fera cette commission. Il ne faut pas traverser les choses. Il faut bien écouter et bien comprendre. Et ce que je dis est quelque chose qui relève des faits. Je vous ai dit, les faits sont têtus. Vous voulez que je vous dise, que je laisse à croire? On écrit de façon très claire. Les faits sont là. Que 13 morts, 590 blessés à la suite de violences policières. Il faut l'accepter. Ce n'est pas cela. C'est ça la réalité qu'il faudrait mettre en avant. Si nous donnons notre position, on dit c'est la position du gouvernement. Mais une commission nationale qui sera là, qui va faire le travail, établir là les vérités. Et les conséquences de droit seront tirées. Donc il faudrait donc ramener les choses à la plus juste proportion. Et je vous l'ai dit aussi, ce que Talleyrand dit, tout ce qui est excessif, alors est insignifiant. Alors, beaucoup de questions ont été posées. Il y a sur la crise casamançaise la place de l'armée. Ce qu'il faudrait surtout retenir, c'est que la mission de l'armée sénégalaise est dans le concept défini à l'époque par le président Senghor. C'est le concept armée-nation. C'est le creuset où il y a toutes les ethnies. Le Bassari de Fongolombi, alors au Serer donc du Sine, au Toucouleur du Fouta et au Lébou de Dakar. C'est toutes les ethnies du Sénégal confondues qui sont à la fois soumises à la tâche de la construction de l'unité nationale, en mettant en avant les valeurs de discipline, les valeurs de fraternité, les valeurs de convivialité, les valeurs qui mettent en avant ce qui est positif, ce qui peut consolider la paix et ce qui peut amener à garantir la paix pour tous les Sénégalais. Et ces forces, particulièrement les armées, sont restées depuis leur création sur ce point bien précis. La défense de la paix au Sénégal et la défense de la paix à l'extérieur. À peine en 1960, lorsque la crise a éclaté au Congo, au Katanga, l'armée sénégalaise y était pour aller apporter sa contribution à la valeur de la paix dans le monde. Et c'est cela sa place. Et depuis lors, dans tous les théâtres de conflit, notre contribution a été importante pour cette maintien de paix. Et sur le plan national, elle n'a jamais cédé. Alors, aux sirènes, comme on l'a vu ailleurs, de l'irruption dans la vie politique. Il n'y a jamais eu de coup d'État au Sénégal. Parce que c'est une armée légaliste, une armée républicaine, une armée professionnelle qui n'a jamais voulu. En 1963, on avait dit que c'était possible. En 1968, on a dit que c'était possible. En 1988, on a dit que c'est possible. Le 23 juin, on a dit que c'est possible. Mais l'armée
n'a jamais cherché à prendre le pouvoir au Sénégal. C'est ce professionnalisme-là. Quand on a dit qu'on a vu, aussi, n'oubliez pas, la responsabilité d'un chef, du président de la République, quand l'État tangue, quand il y a des difficultés, quand il y a d'autres forces, manifester, c'est de quitter la place de l'Obélisque et aller chez soi. Mais quand il y a d'autres forces qui rentrent dans des magasins avec professionnalisme, qui déboulonnent tout ce qui est sur place, les caméras de surveillance, et qui cassent, et qui mettent les qui, ce ne sont pas les manifestants normaux. Il faut se rappeler cela. Cet État a la responsabilité régalienne de protéger tous les citoyens. Vous avez dit que les chars de combat, ils n'ont pas participé à la participation de la violence. Mais c'est pour montrer que la force est là, la dissuasion pour ne pas utiliser la force. Elle n'a pas été utilisée. Dans le feu de l'action, ce que vous avez vu, c'est un exemple que vous avez donné. S'il est établi, mais la justice fera son cours. C'est évident. C'est une certitude. Mais quand on dit qu'il faut une commission, mais il y a une personne, vous l'avez entendu, on a prétendu que son frère est mort par balle. Je ne dirai pas le nom, mais la dame a dit publiquement c'est faux. C'est un coup de poignard. Des manipulations sont là. Donc une commission rétablit la vérité. C'est ça la réalité. Des autopsies ont-ils eu lieu, d'autres ont précipitamment, alors peut-être enterré leur mort. Quel est le contenu? Ceux qui ont fait les rapports, pourquoi nous disons qu'il faut être prudent? Quand on fait un rapport, il y a des règles, il y a une méthodologie. Il faut rencontrer toutes les différentes personnes qui peuvent être impliquées et donner les lumières pour rétablir la vérité. Mais on ne se précipite pas dans le sensationnel, pour dire qu'il y a ça. Et on se réfugie en disant oui, on a décompté. Avez-vous été pour compter le nombre de blessés qui y sont? Avez-vous le nom? Pouvez-vous donner leur liste? Prodonisa. Mais l'État du Sénégal n'a jamais reçu sa version. On ne lui a jamais demandé sa version. Le rapport est déjà impartial. Il y a un parti pris. Donc nous, ce que nous disons, s'il y a une commission d'enquête, c'est pour établir toute la lumière. C'est ce que fait un État alors qui respecte fondamentalement les principes de l'État de droit. Vous avez parlé de justice. Dans tous les pays du monde, il y a un système de justice. Il faut faire la différence entre le système de justice et en même temps aussi les hommes et les femmes qui sont des magistrats qui rendent la justice dans leur pays et qui le font souvent avec beaucoup de professionnalisme et de sérieux. On fait des confusions. Il y a la magistrature debout, il y a la magistrature assise. Dans notre pays, dans son système, le procureur de la République défend la société. L'ordre public, c'est ça sa mission. Il rend compte lorsqu'il poursuit. Alors les faits, c'est pour défendre la société. Il y a l'opportunité des poursuites. Mais dans d'autres pays, mais les magistrats, ils sont élus, ils font une campagne, ils vous diront nous ferons condamner un certain nombre de fois. Ça, c'est des systèmes. Chaque pays a son système. Et les systèmes marchent. Mais ce qu'il faut considérer comme les éléments qui sont des violations de la loi. Mais le juge, qui est le juge, le magistrat que l'on appelle le juge, est un homme libre et indépendant qui n'obéit qu'à la loi, à la souveraineté de la loi et de sa conscience. On vous parle de l'indépendance de la magistrature. Mais indépendance par rapport à trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Cela, il faudrait retenir cela et ne pas confondre la justice qui est rendue. Pourtant, il y a eu beaucoup d'affaires qui ont été rendues. On ne se rend pas compte de la somme d'affaires qui est réglée au quotidien au niveau des tribunaux. Mais lorsqu'il y a une affaire inflammatoire, lorsque ce sont des politiques qui sont en cause, on oublie tout, on se focalise essentiellement, on parle de droit politique. Mais des magistrats ont pris des décisions qui sont allés à l'encontre du procureur, parce que le procureur, lui, il est aussi justiciable. Il vient pour démontrer ce qu'il croit être la vérité. C'est le juge qui tranche. C'est important à retenir. C'est pour ça aussi, dans un système, il faudrait reconnaître la place du juge. C'est un élément important de la garantie de l'état de droit. Cela, il faudrait le dire. Je voudrais aussi, pour répondre à une autre question que vous avez posée,
c'est la question du Sénégal et de la CPI. Ce que je précise, il faut bien m'écouter. Je donne ce qui s'est passé. La Cour pénale internationale, vous voulez en parler? Le Sénégal est le premier pays au monde à l'avoir ratifié. C'était le combat des générations que nous avons mené. Lorsque vous irez à La Haye, dans une forêt de drapeaux, le premier drapeau au monde, devant 123 États, c'est le drapeau du Sénégal. Quelle fierté, j'ai eu à le dire. Je vous ai parlé de cette fresque qui est là. Le siège de la Cour pénale internationale, c'est votre serviteur qui l'a inauguré avec le roi Willem de la Haye. Le Sénégal connaît la Cour pénale internationale. On ne l'agite pas. Les procédures internationales ne sont pas aisées. Vous avez vu qu'un ancien chef d'État avait été poursuivi. Après 10 ans de procédure, il vient d'être acquitté. On ne peut pas manipuler les concepts de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de génocides à la légère, croyant que ces crimes qui heurtent la conscience universelle sont des crimes que l'on peut l'utiliser à la va-vite. La qualification n'est pas simple. Et il ne faudrait pas donc se précipiter pour qualifier des faits. Je vous ai dit que ce sont ces faits-là quand on les qualifie. Mais il y a des procédures, il faut les connaître. Qu'on dise qu'on va bloquer des plaintes, mais les plaintes, où vous les faites? Alors renseignez-vous avant de proférer des menaces contre le gouvernement du Sénégal. C'est ce qu'il faut savoir. Et je voulais dire que cette justice, alors internationale, est une juridiction complémentaire des justices nationales. Parce que la justice doit être d'abord rendue in situ, dans les lieux où cela s'est passé. C'est ça la réalité. Et je voudrais également aussi vous dire une chose sur les forces occultes. Vous avez dit que dans ces événements, il y en a beaucoup. Mais il faut faire la réalité. Parce que beaucoup de choses ont été dites, toutes vos analyses, vous, de la presse, que n'avez-vous pas dit sur les événements, votre version, votre récit des faits, et l'opposition sur ces événements, le récit, chacun. Mais disons la vérité. Cette vérité-là, on l'établit. Et quand vous dites également que dans la justice, qu'il a suffi seulement qu'il y ait un vent d'apaisement qu'on a libéré des gens. Non. Les procédures ont été respectées. Les personnes libres qui ont bénéficié des libertés conditionnelles ont été entendues par le magistrat instructeur qui a estimé qu'il fallait les libérer. Parce que, ici au Sénégal, la détention, alors, il faudrait préciser que l'on doit pouvoir juger sans qu'on soit nécessairement dans une arrestation alors, au niveau de la prison. Donc il faudrait aussi, là aussi, raison garder et se rappeler qu'on lise les services de renseignement du Sénégal. Vous voulez que je vous réponde sur ça? Vous avez parlé du terrorisme. Je ne vous en ai pas parlé directement. Il y a une situation sécuritaire délétère que nous vivons à travers le monde, particulièrement dans une partie de l'Afrique que l'on appelle le Sahel, parce qu'il y a un califat que l'on veut instituer dans cette zone que l'on appelle le Sahel. Et depuis un certain nombre d'années, des violences sont perpétrées dans les pays qui sont autour de nous. Il y a eu des morts. Par la terreur, on essaye de soumettre les États pour les affaisser et empêcher ces États à pouvoir donc mener leurs actions de développement et de sécurité pour leur pays. Le Sénégal s'efforce, dans ce cadre-là, et c'est ça qui est important à retenir, à faire en sorte que nous puissions protéger les citoyens sénégalais. Parce que ceux qui parlent de guerre, ils ne savent pas ce que c'est. On commence une guerre quand on veut, mais on la termine quand on peut. Et ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Le Sénégal a connu des tensions. Le Sénégal a connu des crises. Le Sénégal a connu des semblants de conflits. Mais pas de guerre civile, pas de guerre avec un État voisin. C'est cela la stabilité. C'est cela la garantie de la paix au Sénégal. Qu'il faudrait alors défendre, que chacun de nous, et nous sommes interpellés individuellement et collectivement pour cela. C'est ce qui fait la force de notre stabilité. Donc ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'il y a une volonté. C'est la raison pour laquelle le président de la République a investi
dans le cadre d'un programme 2025, dont les 4 piliers sont l'équipement, la construction des infrastructures, la formation, les conditions sociales des soldats. Faire en sorte que nous puissions tenir notre pays hors de ce fléau qui est devenu aujourd'hui dangereux et qui met en péril la stabilité de nos États. C'est la raison pour laquelle j'insiste encore une fois. Si le Sénégal n'était pas engagé sur cela, pour le moment nous sommes préservés. Nous prions Dieu qu'il en soit toujours ainsi. Mais l'État se donne les moyens de pouvoir protéger les Sénégalais en cas d'attaque. Parce que cela est important. Prévenir est un élément important de la gestion et de la gouvernance d'un pays. Donc sur ce plan-là, je voudrais que vous puissiez savoir, pour répondre aux questions qui ont été posées, s'il y a des forces occultes, s'il y a des nervis, ils seront, à la suite de l'enquête, ceux que l'on va mettre en avant, s'ils existent. On a vu quelques-uns au niveau donc, des reportages qui ont été faits. Mais que font-ils? Vous avez dit, alors, à ce niveau, dans les manifestations. Mais en ce moment-là, la vérité sera établie. Je voudrais rappeler juste, quand on a l'impression que c'est l'impunité, lorsque le président de la République, Macky Sall, a accédé au pouvoir, on avait dit depuis Blondin Diop, jamais les crimes d'État n'ont été éclaircis. Mais je vous rappelle, l'étudiant Bassirou Faye, quand c'est arrivé, c'était la même chose. Mais il a été éclairci. Et les policiers qui étaient engagés ont été condamnés à des peines lourdes. Ibrahima Gueye, des policiers étaient en cause. Ils ont été aussi condamnés. Il y a pas mal d'autres. Mamadou Diop, lors des événements qui ont eu lieu à la place d'Obélisque, tout cela a été clarifié. Mais c'est parce qu'on est pressé. Le temps de la justice n'est pas le temps de la presse, n'est pas notre temps, n'est pas le temps politique. Là, parce que la justice a besoin de sérénité, de prendre le temps, du recul pour mieux réfléchir et savoir quelles sont les décisions qui vont être prises. Je pense que là aussi, il faudrait donc savoir que c'est cela. Une justice caporalisée et tout, mais dites-vous bien que la justice est rendue, et vous le voyez tous les jours, et la justice c'est une passion. C'est une passion parce que la quête de justice est forte, la demande de justice est forte, et que chaque fois qu'il y a 2 personnes qui sont devant la justice, la personne qui perd, dire que voilà, on a violé mes droits. La personne qui gagne, dire que voilà, c'est moi qui ai gagné. Mais on oublie toujours une chose. Pourquoi il y a la passion? Parce qu'il s'agit de la liberté. Pourquoi il y a la passion? Parce qu'il s'agit de l'honneur des gens. Pourquoi il y a la passion? Parce qu'il s'agit d'un bien que l'on veut préserver et qui est pris. Pourquoi il y a la passion? Parce qu'il y a la considération. Mais je vous ai dit encore une fois, malgré tout ce que l'on dit, ce sont des magistrats libres et indépendants. Et les tribunaux indépendants et impartiaux qui rendent la justice. Sinon, dites-moi quel est le meilleur système judiciaire au monde. Je voulais juste vous dire également que il est important de retenir que, voilà, vous avez fait état justement de l'armée. Et je voudrais aussi vous dire, parce que vous parlez des rapports, dans ce rapport d'Amnesty, l'on parle aussi de l'armée sénégalaise. Cette armée sénégalaise a fait du travail, mais un travail professionnel. Il fallait lutter contre le grand banditisme, lutter contre les coupeurs, ceux qui font le trafic du bois et qui exposent notre pays à la désertification. Et dans ce travail-là aussi, il y a l'objectif de ramener les populations qui ont quitté pendant plus de 30 ans les lieux où ils sont, particulièrement dans la zone de Mbissine. Ce travail a été fait avec professionnalisme. Le retour des populations, vous l'avez entendu, c'est vous-même la presse qui avez donc recouvert alors cet événement qui est un événement majeur dans une situation qui revient à la normale et qui va aussi s'apaiser comme nous l'avons constaté depuis un très bon moment. Et c'est cela parce que le Sénégal est un pays de paix et il faudrait veiller à ce qu'il en soit ainsi. Et les armées, vous l'avez dit, et c'est une question qui est relative aux victimes de guerre. Je vous ai parlé de la condition des militaires. La condition des militaires est au cœur du programme 2025 du président de la République, Macky Sall. Il y a une maison comme en France, que l'on appelle, que vous connaissez très bien, et donc
Donc, je voulais dire en France, ce que nous avons essentiellement, ce qui recueille les grands blessés de guerre, l'hôtel des Invalides. Voilà. Nous avons créé Cœur Diambari pour que nos blessés en opération, ici, au Sénégal, même dans une opération de maintien de paix, vous avez une personne qui a eu la main qui est coupée avec une grenade. Qu'en faire? Il faut s'en occuper. Il y a une maison, on appelle Cœur Diambari, pour accueillir nos grands blessés. Souvent, vous voyez quelquefois certains militaires qui manifestent et qui montrent que pour régler définitivement cette question, hier en Conseil des ministres, le président de la République a pris 2 lois. Parce que pour pouvoir avoir droit à une pension d'invalidité, le taux était de 85%. Cela excluait beaucoup de personnes parce que la gravité des maladies, la gravité de ce qu'on subit, des souffrances et des blessures ne sont pas les mêmes. Pour atteindre 85%, ce n'est pas facile. On a ramené le taux à 10%. Donc pratiquement, la quasi-totalité de ceux qui se trouvaient dans cette situation pourraient bénéficier de cela. C'est cela l'amélioration des conditions sociales des militaires. Et en plus des autres actions qui ont été menées pour ceux qui ont eu des blessures graves et qui auront aussi des indemnités qui leur permettent de vivre dans la dignité, parce que cela aussi est un élément qui est important. Au-delà, on nous demande de préciser le bilan des morts. Le bilan, beaucoup ont eu à le dire, chacun donne 12 morts, 13 morts, 14 morts. Il y a eu des gens qui ont pu être enterrés le plus rapidement. Justement, pour qu'il n'y ait pas de polémique sur ce point-là, la commission va l'établir et on aura essentiellement donc une commission qui pourra faire la réalité de ceux qui ont véritablement, qui sont morts. Comme encore une fois, comme je le dis, nous nous inclinons devant leur mémoire, toujours en souhaitant un prompt rétablissement à ceux qui sont blessés. Et je voudrais dire, nous savons avec certitude qu'au sein des forces de défense et de sécurité, il y a une centaine de personnes. Vous savez que vous avez vu, on a lancé des pierres, certains, on a marché sur eux, mais ils sont restés dans le calme, parce que c'est ça qui est important. C'est ce qui résulte de leur formation et de ne pas s'en prendre directement aux populations, même si, dans les procédures, ils doivent pouvoir donc se défendre. Mais tirer, s'il y a des cas, s'ils sont établis, il n'y aura pas d'impunité, qu'une fois que c'est établi, la justice fera son cours. Ceux qui veulent porter des plaintes, nous sommes dans un état de droit. Si vous êtes victime alors d'un abus de votre droit, vous saisissez la justice. Et la justice, alors en toute indépendance, rétablira la vérité selon les preuves que vous le direz. Rien n'empêchera cela. Donc il faudrait le dire, il n'y a pas ici une volonté de faire en sorte de soustraire le gouvernement ou les personnes, les forces de défense et de sécurité qui ont été mêlées à ces actes-là ou à des actes de violence, de dire que ces forces de sécurité et de défense alors ne seront pas alors, devant la justice s'il est établi qu'elles auront commis un acte qui est contraire à la loi. Je pense pouvoir de façon ramassée répondre à vos questions. Je pense que le ministre, porte-parole du gouvernement, va... Voilà. Voilà. Je pense.